Quelque chose qui arrive chaque jour dans les aéroports français. C'est par exemple une famille se présente au comptoir d'enregistrement, valise prête, enfants excités, hôtel et voitures réservées. Et là, l'agent d'escale de la compagnie leur dit: Désolé, je ne vais pas pouvoir vous enregistrer parce que vos formalités sont incorrectes. Et là, le vol est perdu, les vacances sont annulées. Et c'est clairement le scénario qu'on peut éviter en 5 minutes de vérification. C'est exactement là ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc en gros, la première erreur qu'en font la majorité des voyageurs, c'est de faire les recherches des formalités après avoir acheté le billet. Alors commençons par les bases. Les formalités d'entrée, c'est l'ensemble des conditions qu'un pays étranger impose pour t'autoriser à franchir sa frontière. Donc voilà, ça regroupe plusieurs choses. Il y a d'abord le document de voyage, carte d'identité ou passeport. Tu peux demander une autorisation d'entrée, soit visa obligatoire ou non. Et parfois, il y a des conditions sanitaires. Ça peut être de la vaccination qui est requise. Par exemple, la fièvre jaune, quand tu vas en Afrique, en Inde. Et enfin, dans certains cas, il y a des conditions financières. On peut te demander de prouver que tu as suffisamment d'argent pour faire ton séjour, tu vois, ou bien avoir un billet retour. Tu vois, il peut y avoir toutes sortes de conditions. Et tout ça, ça dépend de deux choses, de ta nationalité et de ta destination. Par exemple, un Français, il n'a pas les mêmes droits d'entrée qu'un Américain ou qu'un Japonais. Et un même pays peut avoir des règles très différentes selon d'où tu viens. Donc c'est pas une question de méfiance, c'est simplement le fonctionnement des relations diplomatiques entre les États. Chaque pays décide clairement qui il laisse entrer et dans quelles conditions. Alors, quand est-ce qu'on peut voyager avec une simple carte d'identité et quand faut-il absolument un passeport? En France métropolitaine, dans les collectivités et les départements d'outre-mer, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la carte d'identité, elle suffit. Enfin, je veux dire, si tu es de nationalité française. Elle suffit pour circuler dans l'espace Schengen et dans certains pays de l'Union européenne. Mais dès que tu sors de cet espace, dans la majorité des cas, il te faudra un passeport. Donc globalement, en vrai, à chaque fois que tu pars en voyage, autant prendre un passeport à chaque fois. Et là, il y a un détail que beaucoup ratent, c'est la validité résiduelle. Ton passeport, il va souvent être valide encore 2 à 3 mois après la date de ton retour, pas seulement la date de ton départ. Donc il y a certains pays, par exemple Thaïlande ou Indonésie, qui exigent 6 mois de validité résiduelle. Et si ton passeport expire par exemple dans 4 mois et que tu pars 3 semaines en Asie, ben voilà, tu risques de te faire refouler. Renouveler un passeport en France, ça peut prendre entre 2 à 10 semaines selon les périodes. Et en période estivale, c'est là que les délais sont les plus longs. Donc, si tu sais que là, tu vas partir bientôt, tu le renouvelles maintenant, pas quelques jours avant ton départ. Et ne pense même pas à voyager avec une photo de ta pièce d'identité ou même avec ton permis de conduire. Passons maintenant au visa. C'est une autorisation officielle qu'un pays étranger t'accorde pour entrer sur son territoire. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un visa classique, comme celui où tu dois, par exemple, te rendre à l'ambassade, tu fournis les documents, et ensuite, quelques semaines après, il te rappelle pour que tu repasses à l'ambassade récupérer ton passeport. Et là, il y aura le visa directement sur une feuille de ton passeport. Il y a aussi la version où tu peux l'obtenir à arriver à la destination. Donc, une fois à l'aéroport, tu passes dans un guichet dédié, tu payes une taxe et voilà, ils te tamponnent ton passeport. Il y a aussi la version e-visa. Donc ça, c'est un visa électronique, mais en vrai, c'est plus une autorisation de voyage. Comme par exemple l'ESTA aux États-Unis ou le TA au Canada, au Royaume-Uni depuis le Brexit, ou même le TIAS, ce que Schengen essaye de faire, là, bientôt. En fait, ça s'obtient directement en ligne. Ça peut prendre quelques heures jusqu'à 72 heures. Donc c'est relativement rapide, c'est juste qu'il ne faut pas oublier de le faire. Et sinon, en fonction de ton passeport et des accords que ta nationalité a avec d'autres pays, tu vas avoir des destinations où tu n'as pas besoin de visa du tout. Par exemple, avec un passeport français, 190 destinations sont accessibles sans visa. Mais l'important, c'est de le vérifier et de ne pas le supposer. Parlons maintenant des conséquences concrètes d'un oubli. Si tu te présentes à l'enregistrement sans le bon document, la compagnie aérienne a l'obligation de te refuser dès le départ, de t'enregistrer. Pourquoi? Parce que si elle te transporte sans les bons papiers et que le pays de destination te refuse l'entrée, c'est la compagnie qui doit payer ton rapatriement et qui écope d'une amende de plusieurs milliers d'euros. Donc c'est clair qu'elle préfère pas prendre ce risque. Donc pour toi, ça va résulter en un vol perdu, un billet qui a des chances d'être non remboursable, peut-être des modifications qui vont être élevées, perte de l'hébergement que tu avais déjà payé, autre activité que tu avais déjà payée, bref, une semaine de vacances à 2 000, 3 000 euros flingués.
Peut-être même que tu peux pas décaler le voyage parce que le prochain vol disponible fait que voilà, t'as pas suffisamment de congés pour que ça vaille la peine d'y aller. Tout ça à cause d'un passeport expiré ou d'un visa non demandé. Et l'assurance voyage, dans la plupart des cas, l'oubli de documents est considéré comme une négligence du voyageur. Donc voilà, ce ne sera pas remboursé. C'est brutal, mais c'est la réalité. Donc, vaut mieux prendre 5 minutes de vérification en amont pour éviter de perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Alors, concrètement, comment on vérifie? Il existe une référence que tu dois enregistrer, c'est TravelDoc. C'est la même base de données qu'utilisent les agents d'enregistrement dans les aéroports pour vérifier tes papiers. Donc, si TravelDoc dit que c'est bon, normalement, tu peux partir sereinement. On va faire une simu ensemble. Pour te montrer que c'est un site officiel, je passe par le site d'Air France. Je vais dans Informations, Formalités de voyage, et ici, hop, ça te redirige directement sur le site TravelDoc. On va faire une simulation de Paris à New York, avec un aller le 11, et un passeport français qui périme en 2033. Bon, ton passeport, il y a de grandes chances qu'il soit biométrique. Donc là, tu vois, ça te met un maximum d'informations. Tu constates que tu as besoin d'une autorisation de voyage qui s'appelle Electronic System of Travel Authorization, donc ce qui correspond à l'ESTA. Donc voilà, le visa classique en tant que papier n'est pas nécessaire si ton séjour dure moins de 90 jours. Donc tu fais ta demande d'ESTA. Si par exemple, quand tu lis le reste des formalités, tu peux voir que si tu es passé par Cuba dernièrement, tu pourras pas faire en fait cette demande d'ESTA. Tu devras faire une demande de visa classique comme quand tu vas à l'ambassade. Si par exemple tu as séjourné au Congo, Soudan, Ouganda ces temps-ci, tu es carrément pas autorisé à rentrer aux États-Unis en raison de l'épidémie Ebola. Donc voilà, ce site est très intéressant puisqu'il est régulièrement actualisé. Donc voilà, tu lis tout ce qui t'intéresse, tu constates que pour la date de retour que j'ai mis avec un passeport français, forcément j'ai pas de souci de monter à bord pour revenir dans l'autre sens. Ce qui est bien avec ce type de site, c'est que vu qu'il est actualisé, qu'en plus il te donne les liens corrects pour faire tes démarches, par exemple là, ça nous renvoie directement sur le site des États-Unis pour pouvoir faire ta demande d'ESTA. Hop, tu passes directement le site en français si nécessaire, crée une nouvelle demande individuelle ou c'est toi qui vois en groupe ou pas, et tu continues. Tout ça pour te dire que ça peut t'éviter d'avoir, tu sais, des gens qui font des sites où il y a des arnaques. En plus, ils vont te faire payer les e-visas une blinde et tu vas te retrouver à l'aéroport en fait sans réel document. Comme tu le constates, c'est très important de vérifier parce que les règles peuvent changer du jour au lendemain. Là, on a pu le voir par rapport à la crise sanitaire d'Ebola. On a pu le voir par exemple aussi, tu sais, quand le Maroc recevait la CAN, tout d'un coup il y a eu un e-visa et ainsi de suite. Donc tu peux pas juste te dire l'année dernière je suis allée dans tel pays et j'ai fait ci et là ça passera crème. Il faut revérifier, il faut prendre 2 minutes. Pour les personnes qui ont une double nationalité, donc les 2 passeports, le plus simple c'est d'utiliser le passeport qui correspond à la destination où tu vas. Par exemple à l'aller, si tu es franco-américain et que tu vas aux États-Unis, à l'aller tu utilises ton passeport américain et quand tu reviens tu utilises ton passeport français. L'idée, c'est de passer l'immigration le plus facilement possible. Autre exemple, si tu es franco-japonais et que tu vas en Australie, tu regardes sur TravelDoc lequel de tes 2 passeports aura le moins de formalités nécessaires pour aller dans le pays. Et bien sûr, tu reviens avec ton passeport français, évidemment. Enregistre cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui prépare un voyage parce que ça peut littéralement lui sauver ses vacances. Et raconte-moi en commentaire si tu as déjà vécu une galère de documents à l'aéroport.